Bonjour, je suis Hélène Avlad, médecin psychiatre et aujourd'hui, je fais une présentation sur le triangle dramatique et la roue du pouvoir et du contrôle religieux, qui sont des outils intéressants dans l'approche thérapeutique des personnes victimes des relations abusives. Je souhaiterais présenter d'abord un livre récemment apparu, publié par la International Cultic Studies Association. Elle est apparue en 2017. C'est un livre de 500 pages, absolument très instructif sur le sujet qui nous intéresse. Aussi, je voudrais rappeler que cette association américaine a un site web très riche en matériel éducatif et ils organisent des conférences mensuelles pour les psychiatres et psychothérapeutes. En grande partie, elles sont gratuites, avec des discussions très intéressantes avec les participants. Les vidéos sont disponibles en ligne au bout de quelques jours. Il s'appelle Mental Health Educational Series, l'année 21-22 alors. Et en fait, une partie de la présentation que je vous fais aujourd'hui, elle a été inspirée par la dernière qui est en ce moment en ligne de cette association américaine. Vous avez peut-être remarqué, j'ai mis sur ce slide traduction en français. Je pense vraiment que ça serait une très très bonne idée pour les psychiatres et psychothérapeutes francophones d'avoir à portée de main ce livre. Juste une rapide description de contexte clinique dont on parle. On parle de personnes qui ont fait partie, qui ont subi des relations dysfonctionnelles, emprise, contrôle. Beaucoup de choses se passent dans ce type de relation, mais très important et très souvent il y a des culpabilisations, des intimidations, des menaces, abus émotionnels et spirituels. Dans ce cadre, les limites personnelles sont souvent brisées avec une installation progressive d'une nouvelle identité. Dans certains groupes, les personnes ils prennent d'ailleurs des noms, nouvelles identités alors. Sortir implique une très grosse crise dans la plupart du temps. Elle est vécue comme une mutilation psychologique. Dans le livre dont je viens de vous parler, il y a un chapitre dédié aux troubles de stress post-traumatique complexe. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette entité nosologique, en fait, elle a été acceptée par la CIM à partir de janvier 2022, alors c'est très très récent. On reconnaît maintenant le trouble de stress post-traumatique complexe qui, je vais très très vite le présenter, apparaît souvent après des traumas relationnels répétitifs où la victime elle ne peut pas donner une réponse de défense, elle se sent bloquée, en anglais on dit freezing, où les symptômes en fait sont les mêmes que celles de troubles de stress post-traumatique avec intrusion, évitement, hyperstimulation, mais aussi il y a des altérations de l'image de soi avec confusion, sensation de vide, la personne se dévalorise profondément. Aussi de la régulation des émotions, incapacité de s'exprimer ou impulsivité, et des grands problèmes des relations personnelles, incapacité de faire confiance et d'ici la solitude. Aussi, on décrit des distorsions de sens. En fait, la victime, elle se culpabilise, elle a une honte et en même temps avec une idéalisation et gratitude paradoxale envers l'agresseur, ce qu'on appelle l'attachement traumatique. Aussi des distorsions cognitives avec un impact très important sur le plan personnel et professionnel. Alors voilà, on a une nouvelle entité reconnue qui s'applique énormément et précisément dans le cadre dont on parle des victimes des relations abusives.
On passe à autre chose parce que dans le livre que je vous ai présenté au début, il y a une étude très intéressante qui parle de ce qui a aidé le plus le sortant des groupes coercitifs. Et en fait, parler avec des anciens membres, c'est très intéressant pour eux. Lire des articles, des témoignages écrits par des anciens membres, lire des livres pertinents ou des articles ou voir des vidéos sur le sujet, et aussi la psychoéducation. Et voici que ça, ici dans la psychoéducation, intervient aussi l'utilisation des outils pour aider la personne à comprendre la dynamique du groupe coercitif ou de la relation abusive, avec une prise de conscience qu'en fait son groupe ou sa relation n'est ni unique ni spirituellement supérieur. Entre autres, décrire le profil narcissique du leader, l'utilisation de la culpabilisation, elle est vraiment présente partout. Les humiliations, la peur, la pression du groupe pour obtenir la soumission, avec souvent une régression de la part de la personne parce qu'on est traité comme des enfants. Dans le livre, il y a aussi le concept de trauma de trahison, parce que vous vous souvenez cet état où on ne peut pas riposter en fait à l'attaque de persécuteurs, parce qu'il y a un conflit entre le besoin de se protéger et aussi l'attachement, la dépendance, loyauté, qui ont été construits dans la période de ce qu'on appelle de love bombing après l'entrée dans le groupe coercitif. On sait qu'au début, il y a une période où le nouveau membre, en fait, il est accueilli avec beaucoup de chaleur, d'où l'attachement, la dépendance, une grande loyauté qui s'installe. Et la personne, en fait, elle est complètement prise au dépourvu au moment où la culpabilisation, l'humiliation et toutes les maltraitances, en fait, apparaissent au bout d'un moment. Aussi, dans les techniques d'emprise, on parle beaucoup du secret. Beaucoup de ces groupes, ils s'appellent des groupes initiatiques, ils s'auto-appellent des groupes initiatiques. Et dans ce cadre, l'obéissance, la soumission, ils sont vus comme des signes d'évolution spirituelle. Si on n'obéit pas, c'est qu'on a la conscience dans les chaussettes ou voilà, qu'on n'est pas assez développé. Vous voyez le cercle vicieux qui s'installe. Et un des premiers outils, vous le connaissez peut-être, ce n'est pas nouveau, mais ce qui est intéressant, c'est en fait l'application dans le contexte dont on parle, et aussi le liaison avec le deuxième outil que je vais présenter tout à l'heure. Alors, on parle de triangle dramatique de Karpman. C'est un modèle conceptuel qui est dérivé de l'analyse transactionnelle. Et en fait, les personnes qui rentrent dans ce type de dynamique, ils se retrouvent dans le rôle soit de persécuteur, celui qui dénigre, critique, punit, reproche, ironise, soit dans le rôle de la victime, qui s'est fait du coup critiquer, dénigrer, punie par le persécuteur, mais elle rentre dans un rôle d'impuissance où elle se rabaisse elle-même. Aussi, elle évite des responsabilités et attire l'attention vers soi en tant que persécutée. Et troisième rôle, c'est le rôle de sauveur qui vole à la rescousse de la victime, des fois même sans que la victime ait demandé. Il peut, dans cette posture, d'infantiliser la victime, et il domine en se rendant indispensable. Voilà ce triangle Karpman où les personnes sont piégées dans le conflit. Persécuteur, victime, sauveur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les rôles, elles peuvent changer. Alors, la même personne, elle peut devenir de persécuteur, sauveur ou victime, ou les rôles peuvent être intériorisés. Et dans ce cas-là, la personne, elle devient son propre bourreau. Elle s'auto-culpabilise, elle s'auto-punit. Voilà. Aussi, dans ce qui est souvent décrit dans les groupes coercitifs, dans la construction de l'emprise,
les soi-dit gourous ou maîtres, ils peuvent changer de rôle entre persécuteurs et sauveurs et victimes. Ce qu'on appelle le fouet crochet. Ça vous parle peut-être, ça vient de l'Égypte. On voit ces symboles avec les statues des pharaons. Le fouet, en fait, ça va être le côté persécuteur, et le crochet, ça va être le côté sauveur. Et en fait, avec cette attitude de chaud-froid, on arrive à déstabiliser énormément la personne. Et voilà. Dans cette dynamique relationnelle persécuteur, victime, sauveur, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'excès d'émotions non exprimées directement. On veut dire, personne ne dit je suis en colère ou je suis triste, mais il y a des explosions en fait de colère, par exemple. Il n'y a personne dans les trois qui assume une responsabilité et les limites, en fait, sont très mal posées dans ces relations. Pourquoi les personnes ils sont emprisonnées, en fait, dans ce type de conflit où il n'y a pas de résolution, il y a toujours en fait cette dynamique, mais il n'y a pas de sortie. Parce que ils connaissent que ça depuis soit une relation avec quelqu'un de proche qui s'est passé dans leur enfance ou dans l'adolescence. Du coup, ils maintiennent une illusion de connexion. Ils évitent la responsabilité, aussi la dissonance, parce que on aime soit l'époux, soit le maître en question. Et du coup, on ne peut pas sortir facilement de cette situation. Effectivement, sortir de ce triangle équivaut souvent pour les personnes qui s'y engouffrent avec une terreur existentielle. Rester dans le triangle, c'est leur façon de survivre, et sortir, en fait, c'est très, très angoissant. Et dans la présentation dont je veux parler au début de ICSA, il y a un lien très intéressant qui est fait entre ce paradigme de triangle de Karpman avec la rue de contrôle et pouvoir religieux, parce que ce type de relation persécuteur, victime, sauveur, elle est, à ça se rajoute l'abus de pouvoir dans les groupes coercitifs. Parfois en lien avec le culte de la pureté, soit physique, soit spirituelle, avec une transmission auto-entretenue, ce qu'on appelle la chaîne traumatique, parce que quelqu'un qui rentre dans le groupe quand il est jeune, il subit des comportements qui vont les faire passer ultérieurement à ses propres disciples ou dans ses relations personnelles. Un exemple qui est donné dans la présentation sur YouTube, c'est que la même personne peut être en position de victime dans le groupe et persécuteur à la maison. Comment sortir de triangle? En utilisant le triangle. En fait, la personne, la victime, on peut lui demander expliquez-moi votre histoire en utilisant le triangle. Et comme ça, ils arrivent à se positionner et à comprendre comment ça dysfonctionne. Et tout ça pour après un suivi de près sur la reconstruction de l'identité, surtout pour ceux qui sortent des groupes coercitifs, parce qu'ils doivent se retrouver eux-mêmes, qui sont eux-mêmes, et sortir de l'identité parasite qui a été construite pendant l'activité, pendant la période où ils font partie de groupes coercitifs. Apprendre aussi à poser des limites, apprendre l'expression des émotions, les reconnaître et les exprimer aussi verbalement, l'empathie et aussi assumer la responsabilité. Et avec une transformation des rôles où le persécuteur, à la place de attaquer et
insulter directement, il peut parler de ses émotions, de ce que la situation lui fait à lui-même et essayer de discuter avec la victime une manière de sortir. Pareil, la victime peut apprendre à assumer les responsabilités et imaginer une manière de changer, de faire mieux, si c'est le cas, voilà, si le reproche il est justifié. Et le sauveur, soit pas intervenir du tout, parce que souvent il n'y a pas besoin, soit, pareil, aider à sortir du conflit. Parce qu'en fait, la dynamique de triangle de Karman fait que le conflit il se perpétue et que les personnes ne sortent pas du conflit. Le deuxième outil dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la roue du pouvoir et du contrôle religieux. Cette roue, en fait, elle a été utilisée pour différentes situations. Celle de contrôle religieux, il a été publié par Lara Anderson. On peut le trouver sur son site. Et ici, il est en anglais, mais dans les prochains slides, je vais entrer plus en détail et donner des exemples concrets de ce que ça peut donner dans un groupe coercitif actuel, pas spécialement un groupe coercitif comme l'ordre de temple où les personnes vivent ensemble tous dans une forêt, mais un groupe coercitif qui peut exister au milieu de nos villes et donner des conférences et aussi donner des cours et attirer des jeunes par leurs activités très intéressantes. Ce qui se passe dans ce type de groupe, c'est qu'au fur et à mesure, il y a une isolation et une perte d'autonomie. Encore une fois, cette isolation n'est pas toujours physique. La personne, elle peut toujours voir sa famille, vivre dans la société, continuer à aller à son travail. Par contre, quand on lui instille petit à petit qu'elle fait partie d'une élite spirituelle, que le monde extérieur il est décadent, on instaure une désappartenance au monde. Aussi, ce qui se pratique, c'est entretenir un sentiment de danger et une dimension héroïque du membre du groupe. On est attaqué, ils nous veulent du mal, nous, on est différents contre le système, alors tous les détracteurs, en fait, sont avec le système et contre nous. Et en fait, l'effet, c'est encore une fois d'isoler les personnes dans la bulle, à l'intérieur du groupe, pour défendre en fait ce qu'ils aiment et ce qu'ils croient être un bel idéal. J'ai déjà parlé de la construction d'une nouvelle identité avec une rupture des ce qu'on peut nommer les éléments impurs de soi-même. Souvent, tu penses trop, on l'entend dans pas mal des groupes. Aussi, demande de rendre compte sur le temps, l'argent, les relations, avec une escalade d'engagement, avec de plus en plus de temps passé avec le groupe, tout en sachant que des activités volontaires, il devient petit à petit obligé, même si ça ne se dit pas exactement comme ça. Le secret, le fait d'appartenir à un groupe initiatique, création d'un langage propre, ça fait partie de la construction du mur entre la personne et le monde extérieur. Le fait que la doctrine, elle est hiérarchie, elle est non critiquable, avec aussi une demande d'obéissance, de soumission, remise en cause permanente, et tout ça comme des preuves d'une supériorité spirituelle, donc on ne peut pas faire autrement. Et développement des besoins addictifs, on n'en parle pas assez, mais les rituels avec déclenchement des états de conscience modifiés, ils donnent, c'est quelque chose d'addictif et c'est très difficile en fait à sortir de ça
à la sortie du groupe. Le contrôle économique, même si au début on ne se rend pas vraiment compte, il y a une contribution économique qui est demandée, qui est de plus en plus importante en fonction du niveau d'engagement. Les jeunes sont souvent découragés de poursuivre leurs études. Éventuellement, on leur offre un travail à plein temps pour le groupe à une très basse rémunération. Comme je disais, il y a beaucoup de travail volontaire qui se poursuit tous les jours, les week-ends, de plus en plus. Aussi, si les personnes qui sont engagées ont un travail à l'extérieur, souvent elles sont découragées de reprendre des responsabilités ou ils sont encouragés de prendre du travail partiel pour s'investir de plus en plus dans le groupe. Et tout ça, ça amène finalement petit à petit un contrôle économique qui peut devenir très important. Notre côté de la rue de pouvoir et contrôle religieux, c'est minimiser, nier, culpabiliser, où les personnes qui se rendent compte qu'ils ont été abusées et quand ils réclament, qu'ils veulent parler de ça, en fait, on leur dit que soit ils s'imaginent des choses qui sont trop susceptibles ou que ça a été une épreuve qui fera avancer la personne spirituellement. Critiquer, dans ce cadre, c'est s'accuser soi-même. Si tu as quelque chose à critiquer, c'est que c'est toi qui as un problème. La victime, elle est souvent elle-même culpabilisée. Le dogme du karma, le péché, on connaît tous ces théories en fait qui disent si il y a quelque chose de mal qui t'arrive, c'est que quelque part tu le mérites. L'organisation, sa doctrine, elles ne sont jamais responsables d'abus. C'est soit une mal-compréhension, soit un trop bas niveau de conscience ou autre défaut d'une personne en particulier, mais ce n'est jamais la faute de la doctrine, du fondateur du groupe. En ce qui concerne les abus émotionnels, spirituels, on en parle beaucoup. C'est peut-être le côté le plus évident, mais pas toujours. On parle des humiliations, intimidations, punitions, aussi devant les autres. Attribuer des défauts, langage insultant, t'es faible, voilà. Demande d'engagement sous serment, sans expliquer de quoi il s'agit, et sans prévenir, ou dans un état de conscience modifié, une fatigue extrême rituelle, suivie d'une culpabilisation permanente. Par exemple, dans un cadre d'une réunion très solennelle, un jeune, il est demandé, viens ici, tu vas déposer serment, à partir de ce moment-là, tu seras, voilà, on lui donne un rôle en plus, un engagement très important, sans qu'il ait été consulté avant, prévenu. Aussi, dans ce cadre, il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur induite, peur d'exclusion, de damnation, de punition métaphysique. Souvent, elles sont intériorisées. Intériorisées, c'est-à-dire, on ne se rend plus compte. Une demande totale de confiance dans la hiérarchie qui est représentant d'une instance supérieure spirituellement. Et ça, c'est la dernière. Il y a souvent dans ces groupes des définitions et de voies rigides pour les rôles de genre. Souvent, une demande de pureté et soumission pour les femmes qui sont vues, même si ce n'est pas dit directement, inférieures spirituellement, avec un système de valeurs patriarcal. De la masculinité toxique, c'est un mot beaucoup utilisé aujourd'hui. On l'aime, on ne l'aime pas, mais on voit souvent dans les groupes coercitifs des traits masculins très stéréotypés où les hommes ils doivent réprimer leurs émotions, ils doivent être forts, dominants, autonomes, le type guerrier. Il y a une homophobie, une transphobie, souvent, même si ce n'est pas directement exprimé, surtout en France ou dans des pays occidentaux, on peut retrouver dans les écrits
de fondateurs de ce groupe, pas mal d'informations qui montrent que à la base de la doctrine, il y a aussi des considérations de personnes. Voilà. J'ai fini avec les deux outils que je voulais vous partager. Si possible pour cette fois ou pour une autre fois, j'aimerais bien en discuter sur les formations en France pour les médecins et psychologues. Et je sais qu'il y a des formations, mais la question, est-ce qu'il y a des formations qui s'adressent aux psychologues et aux médecins? Parler de développement des outils de psychoéducation pour les victimes et les familles, création des structures d'accueil pour les victimes, aussi traduction en français et publication sur le sujet qui peuvent avancer en fait dans l'approche de accueil et de traitement et de aide de personnes qui quittent des relations abusives. Merci.